Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur la première. Au sommaire de l'actualité du jour. Opération séduction pour les 30 prétendantes au titre de Miss France 2020. Leur préparation a déjà commencé. Côté promotion, la Polynésie compte bien en tirer profit. Bataille d'experts au 5e jour du procès d'Herm Ouria devant la cour d'appel de Papeete autour de la rupture ou pas du câble de gouverne de Twin Otter. Témoins de la défense et experts judiciaires se contredisent. Immersion également au sein de l'APRP, une entreprise locale orientée vers la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. Une semaine leur est consacrée à partir de ce lundi. Ensuite, direction Paris où pas moins de 10 000 élus, dont 200 Polynésiens, sont réunis pour le dernier congrès des maires avant les prochaines municipales. En fin de journal, nous vous emmenons à Huahine où les parcs à poissons de Maeva continuent de nourrir les habitants du district, à découvrir dans Au cœur du Fénois. Elles sont belles et elles ont au moins 10 jours pour devenir la future Miss, celle que les Français choisiront le 14 décembre prochain pour succéder à Waimalama Chavez. À peine arrivées à Tahiti, les candidates au titre de Miss France vont aller de découverte en découverte. Ce matin, c'était le premier contact avec le public et les médias. Thierry Sampler, Hubert Liao. Traces de fatigue sur ces visages juvéniles malgré une très courte nuit de sommeil. Drôle d'arrivée sous la pluie pour ces 30 jeunes femmes qui vont évoluer ces prochains jours dans un décor de carte postale. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, elles seront aussi scrutées de très près. C'est un concours de beauté, c'est vrai, et donc là vous avez 30 jeunes femmes qui sont magnifiques, mais c'est surtout un concours de personnalité. Et ce mois de préparation va nous permettre de découvrir ces jeunes femmes, connaître leur personnalité, leurs engagements, la façon dont elles ont envie de représenter la France. Et c'est une petite forme de période d'observation. Situation particulière pour Miss Tahiti, pas de dépaysement pour elle, l'attente du public local est grande et les questions de ses camarades nombreuses, mais elle veut rester concentrée sur le concours lui-même. C'est vrai que les filles me posent beaucoup de questions et je suis ravie d'y répondre. Après, je pense que Waimalama fait beaucoup la guide aussi, j'essaie de suivre un peu et puis c'est un peu dans un autre contexte que je suis ici, donc j'espère découvrir des choses aussi. Et que dire de Waimalama? Éclatante, très à l'aise dans son rôle, ces derniers mois, elle a sans doute révolutionné l'image de Miss France. Je suis très heureuse, c'est le président qui m'a dit ça. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Un sans faute, cela dit sans chauvinisme aucun bien sûr. Je pense que partout où un Polynésien passe, le français trépasse. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on est tellement chaud que du coup le glaçon ils font et ils sentent bien et c'est cool, c'est ça qui est top en fait. Tu les as fait fondre. J'espère. Comme même du chocolat. Elle a l'air... Mais elle est super cool Sylvie. En vrai elle est super cool. À partir du moment où on est professionnel, alors tout se passe bien. Après un premier défilé à Paris, les candidates ont effectué un nouveau petit tour de piste devant un public fort sage mais plutôt conquis. Les Miss, elles sont belles, hein. On ne peut pas dire. Comme on dit, le choix est difficile parce que vraiment, toutes les candidates sont magnifiques. Elles sont belles. J'ai trouvé ravissante Miss Nord-Pas-de-Calais. Tout se trouve dans son sourire, dans son regard. Voilà. Moi, je la trouve mignonne et belle et surtout, je la vois bien Miss France. Après ces 10 jours passés en Polynésie, il sera venu l'heure pour l'une de ces demoiselles de prendre la succession de Waimalama Chavez. Ce sera le 14 décembre à Marseille. Et cette visite est aussi un véritable atout pour la Polynésie française. La destination sera la star de la soirée d'élection avec 9 millions de téléspectateurs. Les spécialistes de la promotion tentent alors d'en profiter un maximum. Florence Okeli, Nicolas Suire. Même décor, celui de la présidence, mais autre candidate. C'était en 2015. Emmenée par Veimiti Teyefitou, les 31 postulantes au titre de Miss France 2016 étaient en préparation à Tahiti. Les images du voyage avaient été largement reprises en France, une publicité inégalable. Et on avait vu vraiment une augmentation des recherches sur notre site, des visites sur le site Tahiti Tourisme en France pendant le voyage de préparation, mais surtout après la soirée d'élection. Donc plus 86% de visites sur le site Tahiti Tourisme français pendant le week-end d'élection, plus 25% sur les 3 mois qui ont suivi.
Et c'est cet effet Miss France que recherchent cette fois-ci encore Tahiti Tourisme et les autres spécialistes du secteur. Air Tahiti Nui a transporté les candidates et compte sur la visibilité que l'événement va lui apporter en métropole. N'oubliez pas une chose quand même, c'est que l'élection de Miss France, je crois que c'est là en termes d'audimat, le prime, c'est un prime qui fait je crois pratiquement 9 millions de téléspectateurs, soit la deuxième audience après la finale de la Coupe du Monde de foot. Des primes comme ça, Air Tahiti Nui n'a pas les moyens de se les payer. 9 médias français sont présents pour couvrir la préparation des Miss, télévision et presse écrite, dont Paris Match, Gala ou encore TV Mag, venus pour faire connaître le pays de Vaïma Lama. Elle est vraiment incroyable, elle nous a fait partager sa culture tout au long de l'année, elle continue avec le ukulélé, son album, elle a un franc-parler qu'on a adoré, une forte personnalité, elle a vraiment marqué son année, elle a fait une très bonne promotion de la Polynésie. Alors y a-t-il un effet Vaïma Lama? Le marché français est en forte augmentation, plus 21,9% sur les 8 premiers mois de l'année, et notre gourmande ambassadrice a encore des arguments à faire entendre. Ce qu'il faut découvrir, c'est les fili-fili, les pois rôtis, pas le fafarou parce que j'aime pas ça, je dirais bien le pois chaud, quoi, c'est vrai. Non, mais cet aspect culinaire qui n'est pas forcément connu sur le plan national, pourtant la gastronomie, ça fait partie de la culture. Et je trouve que c'est important d'exporter notre savoir-faire. Il y a ça, il y a aussi au niveau de l'artisanat, tout ce qu'on fait, par exemple, Nouvelle Couronne et tout ça. Notre Miss qui sera la guide des candidates pendant ces 10 jours en Polynésie. Leur voyage sera résumé en un spot de 4 minutes, diffusé en prime time le soir de l'élection. Et en attendant le retour du beau temps pour des shootings de rêve, une menace de grève plane toujours sur les hôtels intercontinentaux de Tahiti Moorea. Après d'âpres discussions cet après-midi, selon le secrétaire adjoint de O'Oit-Orima, l'avocat de l'Intercontinental conteste le préavis de Moorea sur le point notamment de la réintégration des 4 salariés. Ces explications micro d'Abinera Tematahutua. Il en est ressorti que, suite au conseil de son avocat, 2 jugements à la Cour de cassation disant que le préavis qui a été déposé par la centrale syndicale O'Oit-Orima était illégal. Ce préavis-là, puisqu'on a relancé encore la réintégration des 4 salariés, puisqu'à l'époque, au mois d'août et septembre, il a fallu qu'on suspende le point 1 pour pouvoir avancer sur les autres points. Donc, de ce pas, j'ai envoyé un mail à mon avocat conseil me demandant, me justifiant de leur acte. C'est 2 jugements de la Cour de cassation. Voilà, et à ce sujet, Tony Aterevaoura, secrétaire général adjoint du syndicat O'Oit-Orima, sera l'invité café de votre matinale. Il viendra nous donner des précisions sur l'avancée des négociations. Également dans l'actu, 5e jour du procès Air Moorea, au cœur des débats entre experts, le fameux câble de gouverne qui aurait causé le crash le 9 août 2007. Un câble, c'est complexe, insiste la défense, qui a fourni une maquette de l'avion avec le système de poulie pour contester la thèse retenue en première instance. Retour sur une audience aux échanges parfois houleux. Lucille Guichet, Jérôme Lee. C'est le cœur du procès, le câble de gouverne. A-t-il pu rompre en plein vol, comme l'ont conclu le bureau enquête et analyse et les experts judiciaires? Pour les témoins cités par la compagnie, c'est impossible. La force exercée sur ce câble au décollage était insuffisante pour le rompre, malgré l'usure à 54%. La force de traction était insuffisante. Le BEA estime à 500 décanewtons, c'est-à-dire grosso modo 500 kg, la force qu'il faudrait pour que le câble rompe. La force en question en exploitation normale du vol est à peu près de entre 50 et 64 décanewtons. Vous voyez que la différence est extrêmement importante. Pour d'autres experts, au-delà d'une certaine usure, peu importe la force exercée dessus, c'est la rupture. Pour le BEA, c'est à cause du jet blast, le souffle des gros porteurs sur le tarmac. Autre hypothèse soulevée, des turbulences subies par l'appareil peu de temps auparavant ou encore un mauvais entretien des câbles. Presque autant d'hypothèses que de rapports d'expertise. C'est pas très bien construit, je suis pas étonné des hésitations. Je pense que les magistrats recadrent quand il le faut ces témoins qui ne sont pas là en tant qu'experts, mais en tant que témoins. Donc ils sont forcément engagés dans un processus économique avec la défense, puisqu'ils ont été payés pour défendre une thèse.
Pour savoir comment se détoronne un câble qui rompt ou les cupules qu'il peut former, les débats paraissent techniques mais ils sont cruciaux. Ce sont eux qui diront s'il y a eu des manquements dans la maintenance et donc s'il y a eu ou non homicide involontaire. Voilà, les auditions des experts sur le câble se poursuivent demain. Quant aux 4 individus interpellés mardi dernier à l'aéroport de Tahiti-Fa'a avec 1,7 kg d'ice en provenance de Hawaï, il s'agissait d'un ex-champion de kitesurf de Bora Bora, Tuter Montaron, financier présumé de l'affaire, et 3 autres personnes. Cette fois, la drogue était dissimulée dans des rames de paddle. Il devait être jugé en comparution immédiate aujourd'hui, mais l'affaire a été renvoyée devant le parquet afin qu'une information judiciaire soit ouverte. 3 des mises en cause ont été remis en liberté. Quant à Tuter Montaron, il est maintenu en détention. Autre sujet tout aussi important, celui des handicapés dans le monde du travail en Polynésie. Eh bien, les chiffres ne sont pas très éloquents. Sur plus de 12 000 personnes handicapées inscrites à la Cotorep, 361 seulement ont un CDI. En cette semaine européenne qui leur est dédiée, plein phare sur une société polynésienne, l'atelier pour la réinsertion professionnelle, l'APRP, une chance pour des salariés handicapés de se remettre dans le circuit de l'emploi. Mario Leroy, Nicolas Suire. Accidentés de la vie, ils ont trouvé ici un travail qui leur assure une certaine autonomie. Plus de 85% des employés de cette entreprise sont porteurs d'une incapacité ou de handicap. J'avais cherché autant de travail handicapé. C'est ici que la CEPI m'a emmené. On fait les heures que la CEPI nous donne, c'est suivant nos contrats. Et de lundi à jeudi, on fait de 7h30 à 16h et le vendredi, 7h30 à 11h30. En stage de réinsertion ou en contrat à durée indéterminée, le travail peut être manuel ou intellectuel. Dans les ateliers, les employés font du conditionnement de produits ou de la numérisation, dans les bureaux du traitement de données ou de la gestion. J'ai fait une formation de 4 mois. Ensuite, normalement, c'est une formation de 6 mois avec le CEFI. Après, Candice m'a recueilli en tant que salarié en CDI. Et là, ça fait mon 3e mois, je suis en CDI. Et alors ? Ça se passe bien, je suis très contente. Pour moi et ma petite famille, je suis vraiment très contente d'avoir un CDI comme ça. Les employés passent par tous les postes de travail, une façon de trouver leur centre d'intérêt ou de détecter une aptitude à développer. C'est comme un tremplin pour l'emploi. Quand les personnes arrivent ici en situation de handicap, elles sont souvent très fatiguées. Donc elles se stabilisent un peu. Une fois qu'elle est stabilisée, nous, on essaye de voir un petit peu les champs sur lesquels on peut la former, la qualifier, la faire grimper en compétences et la rendre performante pour ensuite faire l'interface avec des entreprises privées et la faire glisser vers le milieu ordinaire du travail. Il faut en moyenne 1 an d'activité pour une bonne qualification. Chaque année, pas moins de 15 personnes sont embauchées puis replacées dans le milieu professionnel. Voilà, la PRP n'a malheureusement pas pu atteindre son objectif annuel, à savoir recruter 19 personnes handicapées. Elle en a recruté que 13 cette année en cause un retard de la subvention 2019. Direction Paris, où le Congrès des maires a réuni plus de 200 élus des collectivités ultramarines. Une première pour la présidente de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer, Sylviane Teroatea. Pour ce dernier congrès avant les municipales, l'heure était aussi au bilan des relations entre l'État et les communes. William Cromwell, Philippe Hernando. C'est au Sénat que Sylviane Teroatea a lancé cette journée. La Chambre des collectivités ne s'est pas contentée d'un verre de l'amitié comme les années précédentes. Le président lui-même était présent. Il propose d'inscrire l'outre-mer à l'agenda du Palais du Luxembourg pour sensibiliser les collègues de l'Hexagone. Il faut qu'on fasse preuve d'intelligence. Et la première des intelligences, c'est d'écouter et de travailler avec les élus de l'outre-mer. Voilà. Même espérance un peu plus tard avec le président des maires de France, l'ancien ministre de l'outre-mer, François Baroin. Il y a une méconnaissance malheureusement du quotidien de la vie de nos 2,5 millions de compatriotes sur les territoires ultramarins et seuls les maires peuvent mieux mesurer la difficulté de la tâche d'un collègue maire ou président d'intercommunalité sur un territoire où la qualité insulaire crée des conditions supplémentaires. Les maires ultramarins et leurs présidentes ont enfoncé le clou avec cette fois le gouvernement en ligne de mire. La ministre n'esquive pas, d'autres auraient pu en prendre ombrage. Le niveau d'échange qu'on a pu avoir là, même quand c'est un peu vif ou
de manière un peu peut-être brusque de temps en temps, eh bien, c'est pas un problème. L'important, c'est qu'on échange, c'est qu'on se dise les choses et que j'apporte un certain nombre de réponses. Voilà donc le tout premier congrès lancé par la présidente Terroatea, contente quand même et encore surprise. C'est une nouveauté pour nous. Merci au président François Baroin. Et c'est vrai que c'est une grosse journée avec la présentation de tous les présidents d'outre-mer, des associations des maires d'outre-mer et bien sûr la table ronde où quelques thèmes ont été évoqués, surtout les enjeux pour nous dans les outre-mer. Le congrès dure jusqu'à la fin de la semaine avec notamment une rencontre avec le président de la République. Et à cette occasion, un hommage a été rendu à Raymond Tekourio, maire de Hikueru, décédé hier à l'âge de 59 ans des suites d'une longue maladie. Un militant du Hereiaia, il dirigeait la petite commune de Hikueru depuis 1989. François Baroin, président de l'Association des maires de France, a tenu à saluer sa mémoire. Aussi, le personnel de Polynésie la Première adresse par la même occasion ses condoléances à la famille. Retour en Polynésie, on vous embarque comme promis à bord de la pirogue de José Lito. Ce natif de Huahine nous fait découvrir l'un des parcs à poissons traditionnels de Polynésie. Datant de plusieurs siècles, ces parcs construits avec des pierres servaient jadis de source de nourriture aux familles des chefs. Visite guidée avec Caroline Fari, Lorenzo Marama et Marcel Bono. José Lito a grandi à Tahiti, mais l'appel de son île natale était plus fort que tout. Amoureux de son histoire, c'est dans les parcs à poissons construits par les ancêtres qu'il aime passer son temps. Avant, les parcs à poissons, c'est tous les, comme on avait déjà, c'est une garde-manger pour la population, pour nourrir la population. Pendant des années et des années, la tradition disparaît petit à petit. Ça veut dire qu'il y a certaines familles qui utilisent les pièges à poissons comme commercial. Des garde-manger pour toute la population, mais pour pouvoir profiter des trésors du lac, il faut attendre le bon moment. Lorsque la mer rentre dans le lac de Whanganui, alors il y a une montée d'eau de 5 à 10 cm. Et c'est à ce moment-là où les gens ramassent les poissons dans le parc. Comme espèce dans le lac, vous avez des poissons, des coques, on appelle ça en français, en tahitien le tuai. Il y a aussi le papa, c'est des crabes du lac. La période n'est pas propice, mais habituellement les eaux du parc alimentées par le lac sont généreuses. Varros, bec de canne ou autres loches s'y retrouvent. Nous sommes au parc à poissons Tepua. Le nom de cette parc à poissons, piège à poissons. Ça veut dire, derrière moi, à ma droite, vous avez la cabane, c'est là où on stocke nos épuisettes. Ça veut dire, à chaque fois, tous les matins, emmener ton épuisette, le mieux est de les laisser à l'intérieur. Mais nous avons deux sortes d'épuisettes. Tu as une épuisette pour attraper les gros poissons et tu as une autre épuisette qu'on attrape le nehu. Ça veut dire, chez nous, c'est le nehu et en Tahiti, c'est le ina. José Lito espère que chacun puisse se nourrir, même si la ressource diminue dangereusement. Tout dépend aussi du temps. Ça veut dire le vent du nord, le Toerau. Là, les gens, ils adorent quand il y a le vent du Toerau. Pourquoi? C'est la montée d'eau et c'est là où tous les poissons arrivent dans le parc. Mais maintenant, les années passent. Voilà, il y a moins de poissons. Mais il ne va pas disparaître. Un optimisme à toute épreuve pour ce gardien des traditions, soucieux de respecter une nature riche et nourricière. Avant de nous quitter, cette inquiétante disparition à Moorea concernant Alec Nui, dont voici la photo. L'homme âgé de 50 ans est handicapé et n'aurait pas regagné le domicile familial depuis mercredi dernier. Sa famille le recherche. Toute personne ayant des informations à son sujet sont priées d'appeler au 87 731 041 ou au 89 354 747.
Voilà, je vous rappelle l'info principale de cette édition. Opération séduction pour les 30 prétendantes au titre de Miss France 2020. Leur préparation de 10 jours a déjà commencé. En attendant à la soirée de l'élection prévue le 14 décembre prochain au Dôme de Marseille, côté promotion de la destination, les professionnels du Fénois comptent bien en tirer quelques bénéfices. Et elles sont aussi à la une de vos quotidiens demain. À la une donc de la Dépêche, titre Pluie de Miss sur le Fénois. Tahiti Info, les Miss flash sur la Polynésie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'Info Radio. À suivre votre émission Patitifa consacrée à la pêche à Tautira. Très belle nuit sur la première. À demain, on se quitte sur ces images justement de nos très charmantes Miss. Tumata puno tumalea Ubita kutiari makobe Titumo taku hinanaro Ehine uri mahina Maumai etakurima Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.